On veut vous situer par rapport au projet Récits Nomades, de où ça part, par où c'est passé, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, puis qu'est-ce qui s'en vient. Et à la fois, donc, une présentation un peu historique, chronologique, puis aussi de rentrer un peu dans les questionnements là, qui ont servi à fonder le projet. Ça a commencé par une rencontre, on était déjà amis, et tous les deux, j'ai le mot groupie là, mais j'essaie de trouver le mot en français là. Fan de Nicolas Bouvier, et à chaque fois qu'on se voyait, on se passait des remarques, des commentaires, des critiques, des interprétations, tout ça. Et à un moment donné, c'était sur le bord du four à feu de bois. Chez nous, on faisait de la pizza, et je me suis retourné vers Isabelle, puis je lui ai demandé si elle n'aurait pas envie de faire un projet de création, une recherche sur les récits de voyage. Et elle m'a dit, ben, super, on a un mois pour rédiger notre demande de subvention et on fonce, on y va. Alors, c'est vraiment parti sur un coup de tête et pour une passion pour les récits de voyage. Qu'est-ce qu'on... Ben, en fait, c'est que la raison aussi pour laquelle je l'ai si facilement relancé, c'est parce que j'avais déjà une réflexion sur, évidemment, je suis prof en création, mais j'avais une réflexion sur le processus créateur qui était de façon très résumée. Je m'appuyais sur l'anthropologie avec Victor Turner et le phénomène rituel. La plupart, plusieurs d'entre vous connaissent cette assise parce que ça a fait partie de Récits Nomades depuis le tout début. Donc, le phénomène rituel pour parler du processus créateur. Et je faisais un parallèle parce que, bon, je vais vous dire très en résumé, phénomène rituel en 3 parties. Encore plus résumé que toi, je suis sûre. C'est avant, pendant, après. la période avant, c'est la période où l'on se sépare des conditions dans lesquelles on vit habituellement, les conditions culturelles et sociales. Le pendant, c'est la période dite liminaire, qui est la période où il n'y a pas d'assises, où toutes les personnes qui vivent ça sont dans une situation horizontale, où les choses qu'on peut faire sont... On peut s'en permettre plus puisqu'on a moins de balises, on a moins de contraintes. Et l'après, c'est le retour. Donc, ça, c'était pour le rituel. Donc, je me suis dit, mais en période de création littéraire, parce que je viens de la littérature, c'est un peu la même chose. Quand on est dans un processus créateur, on est dans un processus liminaire. On s'en permet, il y a des choses qui ressortent de nous, autant négatives que positives, mais on s'en sert, puis on crée avec ça. Et puis, c'est pour ça que je me dis, le lien avec le processus créateur et le voyage, moi, il m'est apparu évident tout de suite. Puis comme j'avais déjà cette base, ça a été facile de développer par la suite. Donc, le lien qu'on a fait avec le voyage, je ne sais pas si tu veux... enfin, peut-être qu'il est évident parce qu'on en a parlé dans l'appel. Déjà, pour situer une information que j'ai pas mis nulle part, j'ai un bagage, une formation assez hétéroclite en mathématiques, en sciences humaines des religions à l'UQAM, en sciences de la santé, puis maintenant en création littéraire. Et surtout mon bagage en sciences humaines des religions, je me suis beaucoup intéressé au tourisme, au pèlerinage, au voyage. Je m'intéressais aux pratiques des Occidentaux qui vont en Inde par intérêt pour la spiritualité. Et avec ce projet-là et avec les bases d'Isabelle dans de l'anthropologie du rituel, on avait une affinité théorique et également pratique dans notre manière de percevoir le voyage et comment est-ce qu'on pourrait l'approfondir. Ce qui est intéressant, c'est qu'Isabelle amenait la dimension pas théorique, pas anthropologique, mais carrément créative. Alors, c'est quoi de créer le récit de voyage et de le faire pour vrai aussi? Et j'en étais là. Moi, j'avais envie également de créer. J'avais été plutôt un théoricien, un analyste, un sociologue. Bien, ça faisait du bien là, d'envisager la création comme une manière de connaître le monde et de le vivre. Puis en fait, c'est une parenthèse, mais c'est pour ça qu'on a décidé, je l'ai dit au tout début pour certains, mais c'est pour ça qu'on a décidé de faire le symposium ici dans un lieu artistique pour mettre en avant-plan le côté artistique plutôt que recherche. Le côté de recherche n'est pas mis de côté du tout, c'est juste que d'habitude, c'est le contraire à l'université. Donc nous, on veut rétablir les ponts, puis on veut rétablir les ponts, mais de façon
qu'il n'y ait pas une hiérarchie entre la recherche et la création. Les deux sont sur le même plan, puis les deux, on veut qu'ils circulent entre les deux. Puis en fait, ceci m'amène à l'artographie. Peut-être que tu pourrais... C'est un hasard du voyage. Tu sais, quand on voyage, on est disponible, on est ouvert à plein de choses. Alors moi, j'étais en train de voyager, en fait, dans cette demande de subvention-là. Et j'ai trébuché sur un article de méthodologie sur l'artographie. Et ce qui m'a tout de suite frappé, c'est, on va en entendre parler plus avec Rita Erwin, qui va nous présenter une conférence sur le sujet. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'est une méthode qui se veut un dialogue super dynamique entre le créateur, entre le chercheur et entre l'enseignant, qui nous habite tous. Ce n'est pas un dialogue entre trois personnes distinctes, mais c'est vraiment un dialogue entre trois perspectives sur le monde, mais qui nous habite quand on fait de la création et de la recherche. Et ensuite, la manière dont c'est articulé, c'est avec une priorité qui est donnée à l'expérience sensible, qui est donnée à l'expérience tangible. C'est une approche qui met un peu entre parenthèses les concepts. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de phénoménologie. Il faut mettre de côté son expérience pour essayer de focaliser sur des essentiels. Mais là, c'est l'inverse. On va focaliser sur l'expérience, mettre de côté les concepts pour donner toute sa part, toute sa valeur à la démarche créative. Et une démarche créative qui va être incarnée, le mot en anglais est toujours beau, là, embody, qui va être dans le corps. Et en même temps, entrer en relation avec d'autres perspectives, par exemple théoriques ou également pédagogiques. Comment on fait pour transmettre ce qu'on a vécu, ce qu'on a appris et ce qu'on a réfléchi à d'autres personnes, à une communauté et pour créer un réseau. Et ça a été une approche qui nous a énormément inspiré pour asseoir notre projet, puis qui a guidé également par la suite toutes les formations qu'Isabelle a faites. Et puis, c'est ça, en lien avec l'artographie, on parlait de l'art. Bon, moi, je viens de la création littéraire, mais c'était évident pour moi qu'il fallait qu'il y ait d'autres types d'art qui nourrissent les récits de voyage. Et c'est pour ça, en fait, que dès le début, on a ouvert à toutes les formes d'art. Parce que souvent, en fait, c'est pas le problème, mais la façon sans jugement aucun, avec laquelle on réfléchit souvent, c'est que, mettons, moi, je suis en études littéraires, j'ai mes références, c'est telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Là, on arrive en histoire de l'art, oups, il y a d'autres personnes, d'autres références, d'autres façons de penser, d'autres façons de créer, évidemment, d'autres façons de créer, mais d'autres façons d'approcher le processus créateur. Donc, je me suis dit, avec l'artographie, on va essayer justement de prendre plusieurs arts, façons d'aborder la création, et on va essayer de réfléchir ensemble, d'ouvrir les balises, parce qu'on est souvent cantonné dans des façons de faire, et mon désir, c'était de partir en voyage à l'intérieur même de la théorie, et de se perdre des fois de se trouver, mais de toujours aller en quête de nouvelles références qui pourraient nous nourrir. Ça nous a mené à la création du site web. Je sais pas si... Le site web, on voulait créer un site web pour le projet qui serait un carrefour de récits, de réflexions, puis également d'outils de transmission. Là, on en est rendu à la phase de transmission. Vous reconnaîtrez ici dans ma typologie là, des récits. Ça, c'est la dimension artistique de l'artographie. Il y aurait des arts, artographie, A-R-T, O-graphie, art, O-graphie. Alors, A pour art, R pour recherche et T pour transmission, ou en anglais, artist, researcher, teacher. Et on a donc été très conceptuel dans notre démarche. On s'est dit, il faut que notre site il fit avec notre approche artographique. Alors, il y a des œuvres qui sont des productions artistiques par des collaborateurs, beaucoup d'étudiants, parce qu'il y a eu combien de séminaires? Il y a eu 3 séminaires de cycle supérieur, je crois. Oui. Et puis, il y a eu un cours au premier cycle sur les récits de voyage. Alors, beaucoup d'étudiants ont contribué des œuvres dans des carnets. D'autres, en fait, les carnets, en fait, c'était même le journal de voyage de bord de tout le monde. Ça, c'était sans catégorie, c'était très libre. Et ensuite, les personnes pouvaient proposer des œuvres, alors qui étaient des productions artistiques qui sont enracinées dans leur discipline. Ensuite, on a des explorations qui sont des réflexions sur les œuvres ou sur un thème.
Je pense ici à Jean-François qui a réfléchi sur l'orthographie, entre autres. Donc, si on tape orthographie et Jean-François, on va trouver de ses textes. Il y a Annabelle qui a réfléchi sur l'orthographie. Et tous ceux qui ont parti, Julie, Annie, tout ça, on va retrouver leurs œuvres aussi. Véronique aussi, on va retrouver aussi leurs œuvres et leur journal de bord. Et en mettant ça sur pied et en créant un outil là, qui est le répertoire, bien, ça nous permet de fouiller dans toutes ces archives-là qui ont toujours pour thème le lien entre le voyage et le processus créatif et de fouiller là-dedans et de nourrir notre propre démarche créatrice. Alors, c'est pas là, le répertoire n'est pas là pour en faire une analyse, pour en faire une recherche. Il est également là pour nourrir une démarche de création. Ça, c'est important. Peut-être que vous l'avez tous déjà consulté un peu. Je ne sais pas si ça vaut la peine de le regarder ou bien tu peux présenter les séminaires. Tu peux présenter les séminaires. Qu'est-ce que vous avez fait? Puis pendant ce temps, je peux faire défiler quelques... Mais en fait, les séminaires, donc on a eu un premier séminaire. C'est sûr qu'à chaque séminaire, il y avait des bases qu'on reprenait, qui étaient les bases anthropologiques, les bases de l'orthographie, on les reprenait. Mais on rajoutait à chaque fois des nouvelles avenues qui se découvraient des fois au fil des rencontres avec les gens. Le premier séminaire, entre autres, on a fait un voyage, on est allé à l'île Verte. L'île Verte, pour ceux et celles qui ne viennent pas d'ici, c'est une magnifique petite île qui est au début de la Gaspésie, si on peut dire ça, dans le nord. Et on est allé passer 4 jours de recherche-création, donc vraiment 4 jours où on réfléchissait au processus créateur. On avait des périodes ensemble, des périodes séparées, des périodes de réflexion, vraiment peut-être plus théorique, puis d'autres vraiment plus pratiques. Donc, ça, c'était pour le premier. En fait, je vais juste vous dire ce qu'on a fait, puis après, je vais passer un peu plus à l'aspect réflexion. Ensuite, le deuxième séminaire, on est allé... on a fait un voyage autochtone, parce qu'on s'est dit, c'est bien beau le voyage, c'est bien beau les lieux différents, mais qu'est-ce que c'est que le voyage? C'est aussi rencontrer l'autre, rencontrer la personne qu'on ne connaît pas, et c'est qui au Québec qu'on connaît le moins? Qui est la personne qu'on connaît le moins au Québec? Ce sont les Amérindiens. Alors on s'est dit, parfait, on s'en va rencontrer un chef autochtone. Et puis on a eu une courte fin de semaine, mais courte en temps, mais en intensité, c'était absolument incroyable ce qu'on a fait pendant cette courte fin de semaine-là. Donc on a été vraiment à la rencontre de l'autre, on a partagé, on a vécu des moments très intenses, et puis ensuite, ben, on est revenu. Et puis on a essayé d'écrire là-dessus. Ensuite, c'était où? C'était, ben en fait, ils avaient loué, en fait, le chef s'appelait Dominique Rankin, et puis c'était proche de c'était dans les Laurentides, mais au tout début, non, pas Val-des-Lacs. Mille-Îles. Et Annie, c'est toi? Mille-Îles. Donc ça, c'était le deuxième voyage, le deuxième séminaire. Et le troisième séminaire, et puis là, en fait, aussi, juste vous dire, c'était juste une blague, mais c'est parce que c'était... La première fois, il y avait, je sais pas, une douzaine d'étudiants. La deuxième fois, il y avait toutes les 12 étudiants de la dernière fois, ou presque, qui étaient là, plus ceux des nouveaux. Il y avait comme 25 personnes dans le séminaire. C'était vraiment super. C'était très, très, très interactif. Mais là, je me suis dit, bon, wow, là, peut-être qu'il y a trop de monde. Fait que là, je vais faire ça le vendredi après-midi. Il n'y aura peut-être pas personne. Il y aura juste les irréductibles. Et puis, effectivement, il y a eu moins de monde, mais ça a été tout aussi génial, mais une autre dynamique, beaucoup plus intime. Et là, on est allé à l'île aux grues et l'île aux oies. On a fait plein de rencontres. Je ne l'ai pas mis, je crois. Je sais pas. Il y a eu quelques ratés. Parce que moi, je ne suis pas la personne la plus technologique, je dois l'avouer. C'est François. Et donc, nous avons fait le même genre de voyage un peu qu'à l'île Verte, sauf que c'était une île un peu plus culturelle. Ça, c'est moi. Je ne sais pas quand est-ce que c'est. Ah, ça, c'était à l'île Verte. Et
Et puis j'ai fait une dernière activité, entre guillemets, qui n'est pas une activité, mais j'ai proposé un cours, un atelier pratique au doctorat en études et pratiques des arts qui s'appelle Récit de voyage artistique au Népal, auquel a participé d'ailleurs Véronique Bachand. Et je suis partie, on vient de revenir, ça fait 10 jours, ben, vous le savez, dans les courriels la plupart. On est parti 3 semaines au Népal. On a fait, pour ceux et celles qui connaissent, le Tamang Heritage Trail, qui est dans le Langtang. Et donc, on a eu, à mon avis, ça a été un cours qui a été très, très riche. À tous les 2 jours, on se rencontrait pour réfléchir à nos projets respectifs de création. Ça, c'est le cours, c'est au Népal. Voyez-vous, on est en train de travailler, donc avec la belle montagne en arrière. C'est très inspirant. C'est pour ça qu'un cours le vendredi après-midi, ça attire le monde quand même. Mais ça a de l'air relax, ça a de l'air cool. Oui, c'était cool. Oui, c'était relax, mais à tous les 2 jours, on se rencontrait religieusement, sauf lorsque les circonstances ne le permettaient pas. Et on se mettait à réfléchir, comme je disais, chacun à nos projets. Il y en avait 2 en études littéraires, une en danse et une en art visuel, qui devraient arriver au cours de la journée. Et donc, et moi, mon projet de création aussi personnel. Et donc, ça a été des rencontres excessivement riches, excessivement pertinentes. Il n'y avait pas de « oh, flafla, on est en voyage », pas du tout. C'était c'était de très haut calibre. Et donc, j'espère le redonner dans 2 ans. Avis aux intéressés. Je voudrais maintenant peut-être faire un petit survol des perspectives plus réflexives qui concernent Récits nomades et je voudrais ouvrir un peu sur qu'est-ce qu'on voudrait faire dans le cadre de ce symposium. On veut réfléchir ensemble, on veut partager nos créations ensemble. Donc, je vous ai parlé de l'expérience liminaire. Ça, c'est toutes mes pages de notes. J'ai parlé de l'expérience liminaire, donc il y a la période, je vous avais dit avant, pendant, après, la période liminaire étant la période du voyage, en fait, la période où tout peut arriver, où les balises ne sont pas claires, où on n'a pas de statut en tant que tel, on n'a pas de vêtements officiels qui montrent de qui on est. Donc, c'est une condition qui permet d'ouvrir les possibilités. Mais qu'est-ce qu'on fait après quand on revient? Et ça, c'était une problématique qui m'intéresse, je le dis au présent, qui m'intéresse beaucoup parce que c'est bien beau créer, mais est-ce qu'il y a un impact? Est-ce que notre création va avoir un impact sur la communauté? Communauté, ça peut être une communauté très, très restreinte, mais est-ce qu'il va avoir un impact? Et mon idée, c'était vraiment d'avoir une vision éthique du processus créateur, mais de la posture de créateur. Qu'est-ce que je fais, moi? J'ai pas, moi étant vous, en tant que créatrice, qu'est-ce que je fais pour contribuer à ce monde? À ce monde qui, en ce moment, je trouve, depuis quelques années, va pas tellement bien. Autant au niveau environnemental qu'au niveau des inégalités. Donc, je me suis dit que c'était important de réfléchir à ces enjeux-là. Je ne sais pas si tu veux toujours rajouter. Je te laisse aller. Oui. L'idée, c'était de faire une œuvre pour quelque chose. Et pas une œuvre utilitaire dans le sens on fait pour que ça donne des sous ou pour que... Non, c'était faire une œuvre d'art que ça devienne un moyen, non plus une fin, mais un moyen de nous relier, de relier les gens à ce qui importe. Bernard Raymond, je cite souvent Bernard Raymond, ce qui importe et qui appelle notre responsabilité. Donc pour moi, c'était important de réfléchir parce qu'on est beaucoup dans une fuite dans la société actuelle, on fuit dans la société de consommation, on fuit dans la société du spectacle, on fuit dans la société du virtuel, la société de la vitesse. On peut même fuir en voyage.
Mais mon but, justement, c'était de faire en sorte que oui, peut-être qu'on a eu des moments où on a eu besoin de se retirer, mais qu'est-ce qui se passe après? Donc, pour moi, le travail de l'artiste est vraiment de conquérir notre humanité. Et là, je prends le mot d'Yvon Rivard, qui est un essayiste que je cite aussi souvent. Conquérir notre humanité, et j'aime bien cette façon dont il en parle, parce qu'il dit conquérir, ça ne va pas nécessairement de soi. Ça veut dire que c'est un travail, et c'est un mouvement, c'est toujours un processus, et ce travail-là, il se fait grâce à notre contribution en tant que créateur. Et oui, on a peut-être un retrait du monde pour penser le monde, mais il ne faut pas se retirer du monde puis devenir au-dessus du monde ou un côté un peu nihiliste. Ce retrait-là, il faudrait qu'il soit lié à un tout aussi nécessaire retour pour participer dans le monde. Et donc, donc, c'est ça. Donc, cette idée de participation au monde, pour moi, elle a vraiment une importance parce que, pour moi, créer, c'est un acte de résistance. C'est un acte de résistance en soi. Lire aussi, aller voir, c'est des actes de résistance. Et dans une société, vous le savez, tout va très vite. Puis, mais donc, pour moi, c'est important que de choisir par notre création de contribuer à ce qui nous importe. Donc, si on choisit, à mon avis, c'est peut-être pas tant de dénoncer. Peut-être que pour certains, ça passe par la dénonciation, mais dénoncer, c'est pas... Il y a quelque chose de pas assez constructif. Qu'est-ce qu'on fait après la dénonciation? Et on propose quelque chose. Donc, pour moi, c'est une éthique qui est assumée envers le principe du vivant. Je parlais souvent du principe du vivant. Pour moi, créer, c'est un acte de vie, c'est un acte de survie, peut-être. Et il y a une petite phrase que j'avais trouvée un livre d'éducation pour enfants. C'est un vieux livre. Ça s'appelle « Arroser les fleurs, pas les mauvaises herbes ». Donc, mettre l'accent sur ce qu'on veut qui apparaisse de positif. Bien, positif n'étant pas nécessairement fleur bleue, c'est plus choisir la vie. Donc, l'idée, pas être dans une tour d'ivoire, mais d'être en relation avec l'autre. Construire pour participer à une société qui soutient la vie. Et donc, en gros, ça ressemble à ça. L'idée, en fait, de retenir, c'est qu'il faut, pour moi, puis le symposium, c'est la continuité de toute la démarche qu'on a eue les 3 dernières années, c'est qu'il faut réinventer des contenus qui permettent de penser, puis de nourrir autrement notre langue ou notre art, nos gestes. Donc, qui nourrissent autrement la vie. Il faut qu'on trouve des moyens de réinventer ces contenus-là, puis on est vraiment à un moment de notre histoire où il faut vraiment se mobiliser. Et puis à mon avis, cette mobilisation-là, elle peut arriver au retour d'un voyage, lorsqu'on s'est fait transformer par l'expérience, évidemment pas seulement par le voyage, mais cette expérience-là qui nous a transformés dans le voyage, comment est-ce qu'on l'incarne dans notre œuvre? Donc, c'est très résumé parce que on a passé des heures et des heures à en parler, puis je vous en fais seulement un mini topo de quelques minutes, mais en gros, c'est ça. Pour moi, l'idée, c'était, oui, il y a les récits de voyage, oui, c'est un sujet de réflexion comme un autre en recherche-création, mais pour moi, c'est qu'il y a une éthique qui est là, qui est primordiale, en fait, dans le sujet. Je ne sais pas si vous voulez réagir ou... Bien, ça me donne une idée. Bien, parlant d'éthique, il y a l'éthique du créateur, puis je pense aussi qu'étant donné qu'on est tous voyageurs, parce qu'on est ici, on a aussi une éthique
de voyageur, une éthique de créateur, une éthique de voyageur. Puis quand dans nos séminaires, on voyait que des fois, c'est toujours plus facile de dire notre séminaire aujourd'hui va porter sur le processus créatif, puis là on est capable de rentrer à fond là-dedans, ou aujourd'hui on va parler du voyage. Puis là, des fois, on avait des ateliers de travail sur l'anthropologie du voyage. Puis là, on se questionnait sur qu'est-ce qu'un vrai voyageur, ou je me rappelle, on avait lu les gens de Didier Urbain, puis ça suscitait énormément de réactions, parce que on se posait la question sur la ligne entre le touriste et le voyageur. Puis l'écrivain a une tendance, une belle propension à se dire, moi, quand je suis écrivain puis je voyage pour vrai, parce que j'ai un rapport différent avec les gens. Mais Jean-Didier Urbain, il est là pour nous donner une bonne tape puis nous rappeler qu'on est autant touriste que l'autre voyageur, c'est juste qu'on essaie de se mettre un plus beau chapeau qu'un autre, Et ça, c'est bien parce que ça suscite des questions. Il n'y a peut-être pas de décision à prendre, il n'y a pas de conclusion à atteindre, mais il y a un processus à parcourir et ça développe cette éthique du voyageur en même temps qu'on travaille l'éthique de l'artiste. Et on a beaucoup travaillé sur la dimension de liminarité parce qu'on s'est basé sur les travaux d'Isabelle. Cette phase... Oui. On se basait sur les travaux de Turner via les travaux d'Isabelle. Et parce que l'idée de liminarité, qui est cette zone de passage où les repères deviennent plus flous, où on est plus prêt à se remettre en question, est une belle interprétation de comment, en tout cas Isabelle et moi, on veut vivre le voyage. Et si vous êtes là ici aujourd'hui, je pense que ça va aussi vous parler. Vous êtes probablement plus des voyageurs au sens où on l'entend dans notre éthique à nous que des vacanciers, peut-être. Je ne sais pas si... Quand vous voyagez, est-ce que vous êtes vacancier? Souvent, levez la main si vous vous sentez vacancier quand vous voyagez. Vous vous sentez touriste? C'est sûr que de se voyageur, de se déclarer voyageur, ça fait... On se dit, je suis mieux d'être voyageuse que d'être touriste. Mais peut-être qu'il y a des moments où on est un peu plus touriste que voyageur dans un même voyage. Bon. Et ça, cette zone-là, de liminarité, elle parle de ceux qui veulent également vraiment se remettre profondément en question, qui sont prêts à questionner leur lien social, qui sont prêts à questionner leur lien familial. Tous les liens qui les unissent à une société, une culture qui leur est connue, sont prêts à le questionner. Et dans cet esprit de liminarité-là, c'est comme ça qu'on percevait notre voyageur type. Et Isabelle s'est intéressée, sans vraiment appeler ça voyage, mais à tout ce qui est retraite du monde et retour dans le monde, qui forme une espèce de méta-catégorie, peut-être, de ce que tu fais. Et là, on l'appliquait au voyage. Mais pendant qu'on explorait, qu'est-ce que c'est que se mettre en état de disponibilité, d'ouverture, dans cette phase liminaire-là, on a découvert qu'il y avait d'autres processus qui étaient en jeu. Entre autres, on a vu qu'il pouvait y avoir la contemplation, la méditation, qu'il pouvait y avoir le travail de conscience, d'être conscient au monde. Ça a surgi lors du premier cours. Et ça ouvrait sur d'autres perspectives où, l'artographie qui permet de voir également les liens entre création, savoir d'une manière dynamique et d'égal à égal, mais on a également été beaucoup inspiré par des travaux en sciences cognitives qui également parlent de cette importance de la connaissance de soi à la première personne, au jeu, mais en même temps de faire un travail dans le monde où on essaie de comprendre comment se manifeste l'esprit et de se baser sur des études qui sont faites plutôt à la troisième personne, de manière un peu plus objective, et qui décrivent qu'est-ce qui se passe dans nos flux mentaux, nos flux émotionnels et même nos flux physiques quand on rentre en contact avec le monde. Et c'est là où on voyait que notre perspective de création et de recherche était représentée pas juste dans l'artographie, et dans d'autres domaines aussi. Et un retour au voyage, et je suis content qu'Anne Bessel soit là parce que c'est la grande apôtre du voyage qui continue toujours, ici et maintenant, qui n'est pas situé là-bas dans un monde exotique séparé de nous, mais il continue. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une posture qui s'oppose à celle de Turner. Turner, c'est il y a une préparation, il y a une séparation, je m'en vais, je vis une transformation, je reviens, je suis tout autre, j'ai changé de chemise, de chapeau, et là maintenant, je recrée des nouveaux liens sociaux. Alors que le voyage, le retour du voyage, comment lui se vit, c'est quelque chose qui va
je crois, t'inspirer dans tes prochains travaux en plus. Mais cet engagement-là qu'on a avec le monde quand on revient du voyage, comment est-ce qu'on poursuit le voyage et comment on intègre cette transformation du voyage est une question qu'on peut poser par rapport au voyage. Mais on pourrait le poser par rapport à n'importe quoi. L'artiste qui revient de son œuvre, qu'est-ce qu'il vit? Comment il intègre son œuvre qui est achevée maintenant dans son processus créateur? Comment la démarche contemplative d'un retraitant ou la démarche d'un trek ou d'un voyage comme vous avez fait là, comment est-ce que ça se transforme encore dans le présent, tout ça. Et ça, la continuité du voyage, la réinvention et l'engagement est un sujet qui, moi, venait me chercher parce qu'à la base, pourquoi je voulais embarquer dans ce projet-là, c'était pour me réinventer. J'ai parlé de mon passage en mathématiques, en sciences humaines des religions, en sciences de la santé. Je pense que j'étais à bout de souffle. Je pense que j'avais besoin de voyage, puis j'avais besoin d'occasion pour explorer une transformation qui se vivrait au moment présent. D'où l'idée, pourquoi est-ce qu'il y a tout un site web qui est là? C'était parce que je voulais me réinventer en partant en voyage, puis en même temps, je voulais faire quelque chose de cool. Alors j'ai proposé à Isabelle, ben gars, on monte un projet, on le fait de sorte qu'il soit hyper médiatique, comme ça, moi, je m'en vais en voyage pendant 1 an. Puis pendant l'année où je suis parti, ben on développe ça, et je vais mettre en ligne des récits et de la photographie et essayer de comprendre qu'est-ce que ça peut être d'être un nomade numérique, un technomade, etc. Et ça nous amène à cette continuité du voyage-là où aujourd'hui, c'est la piste que moi j'ai explorée. Isabelle a parlé de celle qu'elle a explorée, puis maintenant on veut également aller chercher vos pistes à vous. Ben, 2 petits mots sur ma piste. En fait, c'est que moi j'avais un projet personnel qui était lié à les parallèles entre l'expérience de voyage et l'expérience de création. Je l'ai appelé État voyageur, État créateur. Et je me suis beaucoup inspirée d'un chercheur en sciences cognitives qui s'appelle Francisco Varela, qui lui avait une pratique de méditation, mais c'est un chercheur en sciences cognitives qui a fait beaucoup de ponts pour relier l'Occident à l'Orient. Donc lui, en fait, il a été au Népal, et c'est pour ça que je suis allée au Népal, c'est qu'il a été au Népal, il y avait son maître tibétain qui était là. Et donc moi, mon projet personnel, au niveau pratique, si vous voulez, c'était d'aller sur les traces de Francisco Varela au Népal, ce que j'ai fait. Et j'ai découvert toutes sortes de choses. Après, maintenant, il faut que je l'écrive, puis il faut que j'arrive à faire quelque chose avec ce voyage. Mais en gros, c'était ça. Mais donc, l'idée pour moi, c'était de faire des parallèles entre l'état voyageur et l'état créateur. Et puis là, je me suis dit, bon, comment est-ce qu'on peut définir l'état voyageur? Est-ce qu'il y en a vraiment des parallèles avec l'état créateur? Pour moi, il y a vraiment, comme on disait tout à l'heure, une disposition intérieure qui est semblable. Le retour au corps. Pour moi, les 5 sens sont super importants. Les 6 sens, si je rajoute l'intuition. En voyage, ça peut être très utile, l'intuition. L'importance du corps, donc, le corps étant non pas vécu comme une entrave, mais comme un moyen. Oui, ça a des faiblesses, mais c'est plein de force. C'est ce qui constitue notre humanité. C'est ce qui nous permet d'entrer en relation sensorielle avec le monde. Donc, toute cette posture de réceptivité active, pour moi, c'est au centre de ma réflexion. Puis aussi le rapport au temps. Le rapport au temps, il y a quelque chose qui est dans le voyage, autant que dans l'expérience de création, on est dans l'expérience du présent. Là, je ne vais pas développer trop parce que Julie va certainement en parler, parce qu'elle va parler sur la pleine conscience. Mais donc pour moi, le rapport au temps, le rapport au présent, il est vraiment important autant dans la création que dans le voyage. La perception s'intensifie sans être extrasensorielle nécessairement. Mais du point de vue des sciences cognitives, il y a vraiment des nouvelles connexions dans le cerveau qui sont activées. La nouveauté va provoquer les mêmes zones du cerveau sont activées grâce à la nouveauté. Et donc, cette expérience de présence-là, pour moi, c'est ça que j'essaye de rendre, que je vais essayer de rendre dans mon projet.
Mais c'est aussi une expérience qui a fondé aussi Récits nomades, au sens où on en a parlé. Donc, en gros, et puis une dernière truc que je pourrais dire, c'est que quelque chose dans cet esprit-là, état créateur ou état voyageur, une caractéristique, c'est que puis souvent, on associe la méditation à « oh, on est zen, puis il ne se passe rien ». Mais non, quand on est en état créateur ou quand on est en un état voyageur, on est passionné par ce qui se passe. On n'est pas passionné dans le sens où « mais on est vraiment là, on est vraiment pleinement là ». Cette passion-là, elle est pas vue... je trouve qu'elle est importante à nommer parce que c'est ce qui fait la beauté de la chose. On est vraiment un esprit jeune, on est jeune dans le sens où on ne sait pas ce qui se passe, on n'a pas nos assises, donc on ne peut pas s'asseoir sur nos balises, donc on est toujours en apprentissage. Donc on avance à tâtons, on franchit des obstacles. Donc c'est ça. Donc je me suis dit, c'est vraiment mon sujet. Et puis, on est ici pour en parler. Et puis, la réflexion qui va se faire tout autour du symposium, ça va être, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce point de vue-là, que vous n'êtes pas obligé d'adopter. Vous n'êtes pas obligé d'adopter. On va être là pour discuter de nos différentes façons d'en parler, de voir la chose, et puis essayer de voir à partir des différents points des zones de contact qui sont les nôtres à partir des arts différents. On va essayer de réfléchir ensemble à ces états-là. On a encore un peu de temps. Est-ce que une petite présentation de comment... en fait, avant d'être plus logistique, j'écoutais parler, là, puis une question là, qui fait énormément de sens pour moi, puis tu en parlais avec... la notion de retour, d'engagement, de participation, tout ça. Puis je me suis mis une question ici. Je ne sais pas si elle va vous parler, mais j'aimerais vous la poser aussi, puis on pourrait même en profiter un peu pour dialoguer tout de suite, puis apprendre à se connaître un peu. Je ne sais pas si ça fait sens, peut-être qu'on devrait la reformuler aussi, mais c'est quelle est la cause dans laquelle je m'engage à travers le voyage et la création? Je me suis rendu compte, en fait, quand je suis arrivé en création littéraire, que je n'étais pas engagé dans ce que je faisais. J'étais très conceptuel et théorique, puis ça m'a brûlé. J'ai découvert à travers la création et le voyage, et maintenant ce que je fais, que c'est important pour moi de porter une cause. Alors, tu sais, c'est quoi la cause dans laquelle je m'engage à travers le voyage et la création? Moi, c'est une question qui me parle. Je ne sais pas si elle vous parle à vous, si vous avez d'autres manières de la formuler, mais on pourrait peut-être faire connaissance aussi un peu à travers ça, si ça vous tente de répondre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'Isabelle en pense. La cause, pour moi, elle est... Bonjour, André. Bonjour, André. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a laissé son sac avec son portefeuille et son ordinateur dans une salle pas barrée. Et c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Oui, il faut absolument que ça allait vous faire voler. Je m'excuse. Merci. André Martin qui a présenté le film hier soir, Le pouvoir du son, les frères Drupad, maître... Les frères Gundechar, maître du Drupad. Puis il y a une représentation dimanche soir au Centre Kabir. Sur la table, à côté des programmes Récits nomades, j'ai laissé des petites cartonnettes qui informent pour le concert. Donc, je vous recommande vraiment d'y aller parce que c'est un grand voyage du son. Oui. Vraiment. Oui. Voilà. Merci. Bonne journée. Merci. La question était... Est-ce qu'il y a une cause dans laquelle je m'engage quand je voyage et je crée? Alors, je ne sais pas s'il y en a qui veulent répondre. Moi, je vais d'abord voir s'il y a quelqu'un qui a envie de répondre. Nadia? Oui, moi, je pense que c'est le voyage qui donne un petit peu cette connaissance. Même si c'est tard, mais quand on ne voyage pas, on ne sait pas. C'est en voyageant qu'on découvre qu'il y a, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il y a d'autres façons de penser, d'autres gens auxquels on n'a jamais eu, qu'on n'a jamais connus, et d'autres événements dans le monde, d'autres façons de faire, de voir, d'autres dimensions, qui fait que le voyage, il devient un petit peu, il nous donne cette cause de faire quelque chose d'autre
que de, par exemple, rester dans une simple lecture. Il pousse à un petit peu cultiver cela. Et c'est ça qui fait un petit peu cette... en quelque sorte, il nous rajoute à la connaissance que nous possédons, que nous avons. Et à chaque fois, il y a un plus. Il y a, par exemple, le reportage d'hier, ou bien la pause d'hier, elle était dans ce sens. On est venu à moi-même, je me suis dit, il y a cette relation de ce spectacle et ce que moi j'ai fait, ce que moi j'écris, etc. Et là, on vient aussi à revoir notre pensée, notre réflexion à propos de ce créateur qui fait de celui qui le regarde, le spectateur ou bien le lecteur ou bien etc. Mais il y a toujours quelque chose qui fait que même le don, il se crée à partir de là. On vient à le don, c'est acquis, mais il y a aussi un don qu'on acquiert petit à petit à travers cette allée chez l'autre, ce cheminement vers la connaissance. En fait, l'autre, c'est la connaissance aussi. Alors, on n'apprend jamais assez et on est dans ce mode ou bien dans ce modèle de la cause, c'est aussi, on vient, je pense que tous les gens qui créent, qui écrivent, etc., la cause, c'est aussi ce rapport qu'ils ont eu avec l'autre. C'est toujours dans ce sens. A priori, enfin, dans ce... Oui. Ben, en fait, je suis d'accord parce que je me souviens de un de mes premiers grands voyages. C'était en Inde, je suis partie 9 mois, puis on me demandait pourquoi tu voyages. Est-ce que c'est pour la spiritualité ou pour la drogue? Parce qu'en Inde, c'est les deux. T'as répondu. Je voyage pour rencontrer. Je voyage pour... j'avais pas de cause au début. J'avais juste je vais voir. Puis c'est effectivement le voyage qui m'a apporté des réponses que j'avais pas de questions au départ. Mais il y a il y a plusieurs sortes de voyages. Tout à fait. Petit à petit, jusqu'à on acquiert. Il y a même cette dimension qui est la spiritualité, mais elle n'est pas la dernière. Parce que moi, ce que je veux montrer chez Isabelle Ebérat, c'est elle va au-delà de cela. C'est un travail sans cesse refait, sans cesse parcouru, etc. Elle ne s'arrête pas. Elle dit, quand j'arrête, je ne suis plus écrivaine, je ne suis pas ce que je voudrais être. Et c'est ça qui fait cette limite qu'on ne peut jamais atteindre. Alors, il y a là aussi un niveau du voyageur. Qui est un petit peu situé dans un absolu que hier soir, il le disait un petit peu dans ce sens. Ça veut dire même dans la création elle-même du créateur, lui-même, il vient à cela à travers une intuition. Et puis, cette intuition, elle lui fait même peur. Mais il la parcourt aussi. Il va à cette dimension et le fait de voir que les autres ne savent pas aller dans ce domaine, ce n'est pas que ça l'ennuie, mais ils sentent que lui, il a la solution qu'il doit donner à l'autre, mais l'autre, il doit apprendre. C'est là, en quelque sorte, c'est le savoir qui mène jusqu'à tout, jusqu'à même ce niveau extrême du voyage. Dans la question qu'on posait, il y avait quand même un a priori que, à travers le voyage, il y a une quête, une recherche, tu cherches des choses. L'idée d'engagement dont parlait François, même si tu n'identifies. Est-ce que tout le monde entend? Oui. Même si tu n'identifies pas forcément la cause ou l'objet de l'engagement, se mettre en marche, il y a un mouvement, il y a cette association. Oui, puis peut-être l'éthique l'éthique du voyageur ou la façon d'entrer en relation avec l'autre qui peut-être se fait sans cause officielle, mais juste le fait de ta façon d'entrer en relation avec l'autre va déterminer un peu. Oui, c'est pas instrumentalisé le voyage. Exactement. Ouverture. Exactement. Exactement. Ouverture. Oui.
Mais excusez-moi, mais pour le créateur, ça devient un instrument. Ça peut devenir un instrument. Oui. Ça veut dire, nous, on voyage sans... Ça veut dire, j'ai un but, etc. Et des fois, j'y pense, des fois, non. Et puis, je suis en plein voyage, etc. Mais pour les gens qui en font un outil de travail, et plus que le fait de voyager, c'est surtout le fait de vouloir chercher à l'intérieur de la conception du voyage quelque chose qui peut-être n'a jamais existé, une autre vision, une autre voie, etc. Qui fait que ça devient pour l'écrivain, pour le créateur, une dimension à explorer qui n'est pas celle du simple voyageur. Je sais que Clara voulait peut-être réagir, mais je relancerai aussi Monique là-dessus, parce que Monique, elle a... Oui, juste un mot. Moi, je me reconnais tout à fait dans ce que tu as dit il y a un instant, quand tu parles d'éthique du voyageur sans cause. C'est-à-dire que quand on voyage, on n'a pas forcément de cause. Moi, de ma simple expérience du voyage, ce qui me plaît beaucoup, c'est la perte de moi-même à travers le voyage. C'est-à-dire, et ça je le retrouve aussi dans la création artistique, c'est-à-dire que des fois on a une idée d'un voyage particulier ou même l'idée d'un projet, mais en le mettant en place, en le développant, on s'aperçoit que c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé faire au départ, et qu'au final on arrive à un résultat tout à fait inattendu. Et ça, c'est vraiment une expérience qu'on peut trouver dans le voyage et dans la création artistique. Et donc, c'est une perte de soi qui permet l'étonnement. Et l'étonnement, ça peut aussi être des choses vraiment tout à fait banales. Par exemple, moi, hier soir, j'étais en voyage puisque je ne suis pas de Montréal et donc je suis dans un voyage, mais j'ai passé la soirée au service d'urgence à attendre. Et donc j'attendais et je me disais, mais c'était une expérience de l'ennui, mais en même temps je me disais, mais c'est une nouvelle expérience de l'ennui. Je ne suis jamais ennuyé comme je m'ennuie maintenant. Donc à chaque fois... On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais à chaque fois on peut s'étonner même de choses qui a priori ne pourraient... on avait une idée de départ ou bien des choses assez banales du quotidien. Et pour moi, c'est ça le voyage, c'est à la fois cette perte de soi et cet étonnement du quotidien que je retrouve dans ma création. Oui, tout à fait. Aussi. Tout à fait. Oui, oui. Je ne sais pas si Monique vous voulez rajouter un petit mot sur la cause, parce que toi, en fait, tu as beaucoup voyagé et tu as beaucoup écrit sur le voyage. Moi, la cause, c'est plus je vieillis, plus c'est de remettre le temps à sa place. Je trouve que le temps, on subit beaucoup les pressions du temps moderne. On voudrait qu'on publie à telle date, on voudrait qu'on fasse tel... Et quand moi je pars en voyage, mon agenda est vide et ça, je trouve ça vraiment fantastique. Je trouve que c'est une façon de se rendre plus disponible à l'autre aussi. Et même ce matin, j'ai pris 1 heure pour faire un petit trajet de rien parce que je me disais, je ne suis pas chez moi. Et dans le métro, je regardais, moi, c'était la pénurie des gens. Je me disais, on pourrait avoir quelque chose sur la pénurie. Il y en avait qui avaient plus de cheval, il y en avait qui avaient des tresses, il y en avait qui s'étaient teints. Il y en avait, c'était vraiment spécial de voir comment les gens ne se regardent pas. Mais bon, ça, c'est ça, on est tous ça, les gens. Dans le métro, tout le monde a leur téléphone cellulaire. Ou même pas sans le téléphone cellulaire. Je ne sais pas, mais moi, j'arrive d'une région où on se regarde un peu plus, parce qu'on se connaît un peu plus. Oui. Mais j'étais en état de voyage un peu dans le métro ce matin. Oui. De ce fait, de m'avoir accordé plus de temps, d'avoir dit bon. Oui. Mais il y avait quand même à 9 heures, il fallait que je sois ici. Reste avant. Oui. Je ne sais pas si d'autres personnes voudraient réagir. Véro? J'aime beaucoup ta question. Puis plus je la regarde, plus elle m'énerve. Dans le fond, tu sais, quelle est la cause à laquelle je m'engage à travers? Jusque-là, ça va bien parce que moi, je m'engage tous les jours, tu sais, dans ma job d'être humaine. Puis, ce à quoi je m'engage tous les jours dans ma job d'être humaine, c'est à être présente et attentive.
à l'autre, au monde, à l'espace, au temps, etc. Mais à travers le voyage et à travers la création et le sous-monde, quand c'est les deux combinés, ben, ça va beaucoup mieux. C'est beaucoup plus facile d'atteindre mon objectif d'être présente et attentive quand je voyage et ou quand je fais de la création parce que j'ai de l'espace puis parce que le temps, je pense. Mais je pense que m'engager à une cause, je le fais tout le temps. J'ai pas envie de m'engager juste quand je voyage. C'est juste que le fait d'être ailleurs, dans un autre contexte temporel et spatial, ben, ça me donne un méchant bon coup de pouce. Je pense qu'il faut que tu répondes. Moi, je ne savais pas quand je suis parti. J'étais vraiment, je pense que c'est surtout le projet d'1 an. Je suis parti avec ma conjointe, nos 2 enfants, on a loué notre maison, puis on voulait vraiment à la fois vivre un voyage en famille qui remettait en question les appartenances à l'école, pour les enfants, la communauté, même le travail. Récit Nomade était un projet auquel je pouvais collaborer même en étant à distance, qui était une bénédiction. Mais en même temps, j'étais dans une phase où, ayant juste terminé mon doctorat, puis en voyant vraiment plus du tout clairement ce que je pouvais créer à partir de ça, je me sentais vraiment pris au dépourvu, perdu. Et avec un projet de création, puis les récits de voyage, c'était tout le temps quelque chose qui me passionnait. J'écrivais pas vraiment, mais c'était quelque chose que je voulais vraiment explorer. Et la cause, je pense qu'elle m'est venue juste 4 ans plus tard maintenant, là, tu sais. Comme quoi, elle n'était pas là toute faite, mais que c'est un peu comme une intuition ou une sagesse qui a besoin d'être libérée de sa gangue, qui a besoin d'être libérée de la poussière qui la recouvre pour pouvoir briller, puis de se rendre compte, c'est vrai, je porte ce but-là, je porte cette cause-là depuis très longtemps, par exemple dans ma manière de rentrer en contact avec les gens, mais comment je veux le faire? Est-ce qu'il y a un médium qui me touche plus? Est-ce que c'est la photo? Est-ce que c'est l'écriture? Est-ce que c'est d'aller en Inde et de faire retraite de méditation et de yoga une après l'autre, etc. Bon, moi ça a été le pain. Et ce que j'ai découvert, c'était qu'à travers le pain, je faisais surgir un monde de possibilités extraordinaires qui allait à la fois d'être moi-même un artisan boulanger, mais également d'être quelqu'un qui a envie de transmettre ça à sa communauté, qui a envie d'emmener des étudiants en pèlerinage du pain à Montréal, qui veut rencontrer du monde, me remettre en question, réapprendre à faire du pain constamment avec des nouvelles personnes. La figure de style est devenue quasiment, vous direz c'est banal, le pain c'est symbolique de plein de choses. Coudonc, oui, mais c'est vrai. En tout cas, dans mon cas, ça me fait aborder le monde au complet, notre société, nos cultures et tout ça. Et j'ai trouvé à travers ça, durant ce voyage de 1 an-là, quand je suis revenu, je me suis rendu compte que mes plus grands contacts que j'avais, c'était à travers le pain. Puis finalement, c'était peu importe si j'étais en train de voyager ou non, au sens propre, là. C'était tout simplement d'avoir une relation avec de la matière tangible, mais qui met en question également le savoir-faire, qui met en question aussi la relation à l'autre, celle de l'apprenti avec son mentor, situation dans laquelle je me suis plongé pendant plusieurs mois aussi, qui fait que ça m'a donné aujourd'hui un médium pour porter ma cause. T'sais? Mais quand je suis parti, je ne le savais pas. Et c'est peut-être que de se dire je veux partir pour me remettre en question, c'est peut-être déjà une cause. Ou je pars parce que je sais que je suis dans un processus où je me cherche moi-même. Mais si on est clair avec ça, puis on le porte, c'est un engagement qu'on porte aussi peut-être. Mais le déclencheur, le pain, ça a été en voyage? Tu n'es pas parti avec l'idée du pain avant? Je la porte depuis longtemps. Mais quand je suis parti, toutes les possibilités devant moi étaient comme toutes égales. Je ne savais plus qu'est-ce qui avait plus de valeur qu'un autre. Et c'est quel pain qui a déclenché? Le pain de seigle. Moi, ça a été le pain artisanal il y a 15 ans. C'est encore là, il est encore là, Pierre, là, Capucine et Tournesol, c'est à rue Bernard, à ton coin. Là. Ah oui? Mais parce que je passais devant quand j'allais à l'université. Ouais. Alors, tu sais, ça a été le pain artisanal, le pain fait à la main, biologique, au levain, tout ça.
Et je suis passé par plusieurs étapes, salarié en France, boulanger maison, apprenti, en faire aussi pour la communauté, plein de choses. Mais aujourd'hui, je porte la cause de l'engagement dans le monde à travers le pain, puis c'est l'Écriture qui porte cet engagement-là. Alors, d'écrire des récits qui mettent en scène le pain sous toutes ses formes, mais de porter un message à travers ça, qui est celui d'une libération de soi-même et d'une libération des autres, du pouvoir qu'on acquiert, qu'on est capable de faire les choses soi-même, qu'on est capable de mettre les choses en mots, en récit, c'est un pouvoir qu'on porte, quand on est capable de transformer de la matière, là je pense à Julie, qui transforme tout ce qui passe sous sa main, sur une grève, ou transformer les mots, ou transformer les images, transformer les sons. Moi, je me suis rendu compte que transformer les mots et transformer la pâte, c'était mon médium à moi. Ouais. C'est un pouvoir et un médium. Transformer les préjugés. Ah, c'est beau. Oui. Oui, j'ai oublié de le dire, mais oui, on va juste un petit... Mais ça fait partie des voyages qu'on a fait, un pèlerinage pain lors de un de nos séminaires ici nomades. On a fait un pèlerinage à travers plusieurs boulangeries de Montréal, puis ça a super bien marché. Puis en même temps, j'avais mixé ça avec la sociologie du pèlerinage et du tourisme. Alors, on faisait de l'histoire du pain, puis en même temps, on faisait de la sociologie du pèlerinage et du tourisme. Puis là, j'essayais de mettre les deux ensemble. Tu sais. D'où l'idée de faire un pèlerinage du pain, donc de marcher Montréal. Oui. Ça a bien marché. Ah. On a fait une test de baguette, là. Puis, peut-être on veut parler un peu d'organisation, parce que moi, je me suis mis une note ici. Là. Oui. Vous avez pris le programme. Vous savez que ça va se passer ici, puis dans la salle à côté, là. Ce qui est dans la salle à côté, en fait, ça va être les pauses. Toutes les... Comme là, présentement, il y a du café qui est là, il y a des muffins, c'est dans l'autre salle. Pour le dîner, ça va être là. Donc, toutes les pauses et le dîner vont être là. Oui. Puis, on se disait que, Isabelle puis moi, on pourrait vous laisser parler encore plus. Donc, on n'a pas pensé officiellement à organiser de l'animation de chaque présentation. Mais que ce serait bien, si ça vous tente, là, vous regardez le programme, vous dites « Ah ben oui, gars, moi je veux bien animer cette séance-là. S'il vous plaît, venez le faire, parce qu'Isabelle puis moi, on a envie d'entendre d'autres personnes poser des questions, puis... Puis ce que je vous ai dit aussi au début, c'est que la salle, il ne faut pas que ça nous empêche, là je pense pas, on commence déjà à parler, mais il ne faut pas que ça nous empêche de parler, parce que le but, c'était vraiment pas ça. Le but, c'était vraiment d'amener la création au centre de la démarche. Et donc, c'est pour ça qu'on est ici, mais c'était pas pour mettre de côté les discussions. Au contraire, c'était pour... Donc, oui, ceux et celles qui seraient intéressés à présenter les participants, sinon on peut le faire. On les présente, puis ensuite on discute. À 10h30, il y a Madia et Chiara qui vont présenter sur des auteurs, sur Isabelle Hébéart, Marie Dariussec et Maëlys de Kerangal. Alors, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui a envie... d'animer cette séance-là, là, venez vous manifester. Sinon, on va la faire sans problème. Voilà. Je pense qu'on pourrait prendre la pause tout de suite. Et pour respecter nos temps, on a une ressource. Les toilettes, une petite information sur les toilettes, elles sont en bas. Quand vous descendez les marches, allez sur votre gauche du côté où il y a la table du gardien de sécurité. Voilà, je pense, oui. C'est bon? C'est bon? Donc, on va prendre une petite pause.